Bonjour à tous, un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Prime Politique, c'est sur Prime News TV Monde. Vous le savez, on reçoit un invité pour revenir un peu sur les faits saillants de l'actualité sociopolitique nationale et pourquoi pas internationale. Depuis quelques semaines, le chef de l'État, Patrice Talon, a accordé une interview à Jeune Afrique. On en sait un peu plus sur les relations désormais avec son ex-bras droit, M. Olivier Bokor. On sait un peu la posture du chef de l'État par rapport à 2026, sa succession, son dauphin, quand il va pouvoir l'annoncer. Autant de sujets qu'on va écumer avec notre invité, qui est un habitué de ce plateau, un digne représentant du parti NFN Nouvelle Force Nationale, Monsieur Théophile Agbofon. Bonjour à vous. Bonjour monsieur le journaliste, c'est encore un plaisir pour moi d'être sur votre chaîne et je profite pour saluer vos téléspectateurs et je les invite à être vraiment collés parce que vous faites du bon travail ici. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Vous êtes vice-président du parti Nouvelle Force Nationale, NFN. Merci beaucoup d'accepter notre invitation. Merci, c'est moi. Je suis le deuxième vice-président. D'accord, merci pour la précision. Alors, on va commencer par cet entretien du chef de l'État Jeune Afrique. Vous avez suivi, comme tous les Béninois, tous les Africains, cet entretien. Un avis général d'abord, avant qu'on entre dans le vif des différents thèmes abordés avec nos confrères de Jeune Afrique. Merci. Je crois que après 9 ans de pouvoir, que le chef de l'État soit obligé d'aller vers Jeune Afrique pour se confesser, ça fait mal. Ça ne fait pas... En fait, pour ce qui concerne la presse nationale, ça donne de l'indignation. On ne peut pas prendre. Je suppose que cette émission, sinon cet entretien a été financé par le budget national. L'idéal aurait été d'utiliser des chaînes, des médias, les médias du Bénin, publics comme privés, afin que ceux-là aient normalement ces informations qui vont mettre à la disposition du monde entier. C'est très important parce que nous devons cesser d'utiliser les ressources publiques pour nourrir d'autres presses à l'international, alors que nous avons la presse au niveau national qui pourrait être financée et qui pourrait bien faire, même mieux faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Dans la sous-région, ça se dit que cette presse utilisée par le président de la République est une presse de chantage. Soit vous allez chez eux, et ils vous lavent, vous les financez, ils améliorent votre image, soit vous êtes contre eux et ils vous détruisent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président du Burkina Faso qui l'a dit tout récemment. Et ça, l'ancien président Dadis Camara l'avait déjà, l'ancien président de la Guinée l'avait déjà souligné. Ça, c'est ce qui concerne globalement la forme. Oui, monsieur Agbofon, restons sur la forme si vous le voulez bien. Est-ce que vous ne faites pas trop vite de jeter la pierre au président Patrice Talon parce qu'il n'est quand même pas le seul à solliciter la presse internationale pour ses interviews? Ses collègues de la sous-région le font. Il l'a fait lui-même à d'autres reprises. Il avait fait un entretien à nos confrères de LCI en son temps pour parler d'un sujet. Beaucoup de chefs de l'État le font. Récemment, le président de la transition au Gabon a fait inviter les confrères de Radio France Internationale, de France 24 chez lui pour leur accorder des entretiens. Donc ça n'est pas nouveau. Vous en parlez comme si Patrice Talon faisait quelque chose d'extraordinaire. Je répète qu'il est important que nos dirigeants donnent l'exemple par rapport à la consommation locale. Nous devons valoriser la presse nationale. Vous avez cité les mauvais exemples. Parce que nous avons des exemples comme les présidents de l'AES qui utilisent leur presse et pourtant ça marche. Ça fait écho. On a l'information de l'AES. Vous avez quand le président Tiani sort, il ne va pas sur ces chaînes que vous venez de citer. Mais on reçoit au même titre que ce que ces médias font.
il faut faire attention. Quand on prend l'argent public est sacré. Quand vous avez votre propre argent, vous pouvez l'utiliser comme vous voulez. Mais quand c'est de l'argent public, vous devez savoir que l'argent public doit pouvoir profiter à ce qui est, comment dirais-je, c'est le minimum. Il faudrait que, quand on prend l'argent public, quand on veut dépenser l'argent public, qu'on se demande, mais quels sont les acteurs privilégiés, prioritaires qui doivent en profiter? Ce n'est pas la qualité des hommes de médias qui manque au Bénin. Et je pense que les hommes de médias doivent s'indigner par rapport à cette manière-là. Il faut que ça change. Nous avons vu, quand vous parlez, nous avons vu le président, même si je ne suis pas complètement d'accord avec lui, nous avons vu le président Boni Yahi ici. À toutes ces rencontres, à tous ces entretiens, vous allez voir que c'est les chaînes de télévision nationales qui vont à la présidence et on a la presse publique et la presse privée et qui l'interroge et il répond à leurs questions. C'est mieux que ce qu'on nous offre. Mais dans le fonctionnement, dans notre pays, on sait que même pour certaines audiences de grande envergure, la presse internationale est privilégiée au détriment de la presse locale, de la presse nationale. On sait comment on écume les couloirs pour avoir des bribes d'informations, tandis que ces presses étrangères-là ont quand même le carte blanche pour accéder aux salles d'audience. Ça fait partie des choses que nous allons corriger au niveau de... Dès que le peuple va nous donner le pouvoir, ça fait partie des choses que nous allons corriger fondamentalement. Nous allons faire en sorte que même de l'extérieur, les gens viennent chercher des médias chez nous. Parce que c'est des choses qu'il faut exporter. Est-ce que ce n'est pas des promesses politiques, M. Agbofon? Il ne s'agit pas de promesses politiques, il s'agit d'une vision. Il s'agit d'une vision que de la jeunesse. Ce n'est même pas une aspiration ou un projet de la nouvelle force nationale. La jeunesse aujourd'hui veut se vendre plus cher. Donc, qu'on ne vienne plus nous présenter des gens de l'extérieur comme si nous, on n'a pas la capacité de faire mieux. Il y a des talents au Bénin en matière de journalisme qui peuvent réaliser cet entretien. Et je sais qu'il y a des techniciens, il y a des spécialistes médias qui peuvent faire en sorte qu'en moins de 24 heures, cet entretien inonde le monde. C'est ce que nous souhaitons. Il faut vendre le Bénin, pas comme ils le font, mais il faut vendre le Bénin autrement. Les Béninois vous ont suivi, M. Agbofon, sur cet aspect-là. Des choses ont pris en date. On vous le souhaite vivement. Dès que vous prendrez le pouvoir, si vous sollicitez les presses étrangères, on va vous ressortir cette séquence. Ce qui est sûr, on ne va pas privilégier les presses étrangères par rapport à la presse locale. Nous avons des expériences, nous avons eu la chance de travailler avec les acteurs même des radios communautaires, et nous pouvons vous dire que fondamentalement, nous savons ce qu'il faut faire pour valoriser la presse locale. D'accord. Et oui, voilà. La pertinence, oui, le chef de l'État avait, même si après on a démenti, avait programmé de faire une sortie en avril, et après ils ont dit non, que ce n'était pas prévu. Donc, cette sortie dans la presse est pertinente parce qu'il y avait une volonté, où il y avait un besoin d'explication. Même si celui qui s'explique s'accuse. Parce que tout ce qui s'est passé, c'est, comment dirais-je, à partir de septembre, dans cette affaire. On va y revenir tout à l'heure. Voilà, donc le président de la République avait quand même un besoin de communiquer avec le peuple, même si la manière n'a pas été bien choisie. C'est votre avis. Pour ce qui concerne l'opportunité, oui, il est opportun que le chef de l'État nous parle. Mais comme vous l'avez dit, on va y revenir. Je voudrais m'arrêter au fait qu'il ne nous a pas dit vraiment ce que nous voulons entendre. Voilà. Ça, c'est l'acteur politique qui parle. Revenons au fond. Maintenant, c'était une séquence de cette interview à Jeune Afrique. Le chef de l'État a parlé de cette affaire d'atteinte ou de complot d'atteinte à la sûreté de l'État. Quand il a eu la nouvelle, selon ce que nous avons lu dans l'interview, il était surpris. Nous a-t-on dit dans l'interview, il est sorti se rafraîchir avant de revenir parce qu'il n'en croyait pas ses yeux.
Monsieur Olivier Bokor, qui était un frère, est devenu un monstre. Ce sont les propos du chef de l'État relayés dans Jeune Afrique. Vous l'avez lu en tant que personne humaine, en tant qu'acteur politique. Quelle analyse faites-vous de cet aspect de l'interview? Bon, ce qui saute à l'œil et qui doit surprendre tout le monde, c'est que qu'on en arrive à une situation pareille. Que celui à qui le chef de l'État, parce que on savait, on apprenait dans les couloirs qu'il y avait des accointances, des relations, on prenait ça pour des rumeurs. Mais que le chef de l'État lui-même vienne à nous déclarer que oui, c'est comme ça qu'il a confié autant de pouvoir à son ami sans aucun acte administratif, c'est déjà grave. C'est très grave qu'on ait le pouvoir public et qu'on décide de remettre une grande partie de ce pouvoir à quelqu'un sans aucun acte administratif. Mais on ira plus loin. Quand vous apprenez que quelqu'un qui est votre ami, à qui vous avez donné autant de pouvoir, prend une telle décision, l'idéal, selon moi, c'est de se rapprocher, de l'appeler. C'est de l'appeler, ce n'est pas de lui tendre un piège pour qu'il tombe dedans à la fin. Parce que oui, ce n'est pas le jour où le chef de l'État a appris l'information que les moyens pour... que c'est pas le même jour qu'on est allé les arrêter. Parce que le chef de l'État a été informé plus tôt et le chef de l'État, selon ce qu'il a dit dans son entretien, aurait demandé au colonel de faire son travail républicain. L'idéal, face à cette situation, le chef d'État aurait pu réunir les gens et régler ce problème si tant est que celui dont il parle est son ami. Parce que, qu'on le veuille ou non, on ne peut pas enlever aux Béninois, à un certain Béninois, de douter de la sincérité du chef de l'État face à ce dossier. Ah bon? Un ami, un ami, c'est quelqu'un avec qui vous partagez une certaine confidentialité, une certaine proximité. Et quand il arrive à penser, à vouloir poser un certain acte que vous êtes informé, selon l'éducation que moi j'ai reçue, c'est de l'appeler, c'est de le faire asseoir, de lui parler, et mieux, s'il ne veut pas entendre, c'est d'aller vers un médiateur pour que vous puissiez vous entendre. Oui, mais M. Agbofon, si vous étiez dans le cas, est-ce que vous réagirez de la même façon? On parle quand même d'un complot contre la sûreté de l'État. Votre frère, celui qui est votre frère, celui à qui vous avez confié quand même de grosses responsabilités, vous l'avez dit tantôt. Si vous apprenez une telle chose, peut-être que vous êtes dans la fiction et vous avez besoin de certaines preuves pour attester de ce que peut-être c'est vrai. Donc c'est peut-être ça qui a conduit le chef de l'État à attendre jusqu'à un certain moment pour que des preuves concrètes soient réunies. Vous allez m'excuser, je ne ferai pas preuve d'autant de légèreté avec la chose publique. Je ne vais jamais me permettre de confier le pouvoir public à quelqu'un sans lui donner, sans des actes administratifs. Mais ce n'est pas n'importe qui, M. Bokor. On le sait. Ils se connaissent depuis plusieurs années dans les affaires, dans la vie privée. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Monsieur le journaliste, on ne mélange pas les amitiés avec la chose publique. D'accord? Parce que déjà, dès lors que l'ami a ce pouvoir sans un acte administratif, parce que la Constitution est claire, hein? La Constitution est claire. Le chef de l'État doit faire tout dans la légalité. La légalité. Tout ce que le chef de l'État doit faire, il doit demander à savoir, avant de poser son acte, même si on lui propose des choses, il doit demander à ses collaborateurs en vertu de quelle loi je veux poser tel acte. D'accord? En vertu de quelle loi le chef de l'État a permis à son ami d'avoir autant de pouvoir? Je ne veux pas tourner autour du sujet. Le sujet qui est là, c'est quoi? C'est interdit d'avoir confiance en quelqu'un?
ce n'est pas une question de confiance. Avant que quelqu'un ne soit collaborateur d'un chef d'État, il doit y avoir un acte qui les lie. Le chef d'État est libre de choisir ses collaborateurs, de leur confier des missions. Mais il doit faire paraître ça. En fait, il doit officialiser ça avec des actes. Vous pensez qu'il y a des gens qui ne sont pas dans son cercle, qui ne travaillent pas sans acte administratif? Ça ne devrait pas y être. On ne doit pas travailler dans l'administration publique sans acte. Il y a, quand vous rentrez dans l'administration, c'est peut-être parce que vous avez passé un concours ou vous avez été nommé, c'est-à-dire vous avez été proposé par un parti politique ou dans le cercle familial du chef de l'État, mais vous avez été nommé par un acte. Et quand vous êtes nommé par un acte, vos attributions sont suffisamment détaillées pour que vous ne vous retrouvez pas à faire des choses là. Mais dans le cas d'espèce, ce n'est pas que l'administration publique. Il a dit qu'il lui a délégué certaines de ses actions, mais il a pris le pouvoir. Donc, c'est beaucoup de choses que M. Bokor gérait pour le chef de l'État. Il ne peut pas déléguer des choses. Il ne peut pas déléguer des choses dans le cadre de l'exercice de ses fonctions du président de la République. Il ne peut déléguer aucune fonction à quelqu'un sans un acte administratif. C'est pas de la légalité. Je défie celui qui pourra me dire qu'il y a une loi ou la Constitution qui permet au chef de l'État de prendre quelqu'un, de faire travailler quelqu'un sans un acte administratif. C'est d'abord le fond de la question. Parce que vous allez vous poser la question de savoir, mais tout ce que le chef de l'État a dit, confié à M. Olivier Bokor, quand il le fait, il est rémunéré comment? Comment est-ce qu'on lui paye quand il finit de travailler? Il n'a pas d'enfant, il n'a pas de femme. Comment il les nourrit quand le chef de l'État lui prend son temps pour lui confier cette chose-là? Donc, c'est normalement cette question qui doit préoccuper les députés. Pour savoir, mais les présidents des institutions doivent s'interroger. Le président la présidente de la Cour des comptes, la Haute Cour de justice, on doit savoir, mais ce monsieur, avec tout ce que le chef de l'État lui a confié, et comment il est rémunéré? Vous savez, vous devez... ça. Tous les Béninois doivent être préoccupés par rapport à ça. Ça me préoccupe moi personnellement. Maintenant, pour ce qui est le fait qu'il soit impliqué dans cette affaire qui lui a valu 20 ans de prison, je crois que si on tient compte de l'aspect amitié, normalement, ça devrait être réglé dans le cercle amical et on ne serait pas en train de discuter de ça. Mais il faut remercier Dieu. Nous allons remercier Dieu parce que le Bénin, notre pays, a une âme. Si le Bénin n'avait pas une âme, les deux là ne seraient pas divisés sur des choses aussi faciles. Parce que derrière ça, et selon le réquisitoire du procureur, c'est que Olivier Bokor s'est trouvé incapable d'être candidat à la présidentielle à cause du code électoral révisé. Et c'est là où ça nous intéresse. Nous avons dit au sein de l'opposition que ce code électoral est chrysogène. Mais la crise a commencé où? Au sein même de la famille et au sommet du pouvoir du président Patrice Talon. Et nous n'avons pas, malheureusement dans son entretien, il n'est pas allé de ce côté-là. Nous pensons et nous demandons humblement qu'il regarde ce côté-là, parce que tout ce qui s'est passé, si on s'en tient au réquisitoire du procureur de la République, du procureur spécial de la Criette, et le code électoral révisé est serait à la base de ce coup qui est préparé contre le chef de l'État. Si c'est vrai. Mais sur cette question, on a fait la question au chef de l'État sur les ambitions présidentielles de son ami et frère. Et il a dit qu'il sait quand même que nul ne peut être candidat sans être porté par les partis politiques. Et on lui a demandé si la candidature de M. Bokor le gênerait. Il a dit que de toute façon, cela allait s'imposer à lui. Si les journalistes étaient béninois et maîtrisaient bien le code électoral, ils lui auraient demandé de savoir, mais en quoi ils auraient cherché à savoir
en quoi le code électoral empêche Olivier Bokor d'être candidat. Parce qu'aujourd'hui, dans les dispositions du code électoral ou de la charte des partis politiques, rien, absolument rien n'empêche quelqu'un d'intégrer un parti politique et dans les 48 heures après l'intégration au parti politique, rien n'empêche quelqu'un qui intègre un parti politique après 48 heures d'être candidat de ce parti politique. Il revient juste au bureau politique de se réunir, d'informer la base pour avoir leur avis par rapport à la candidature de tel monsieur qui vient d'intégrer leur parti politique avec des atouts qui leur permettent d'avoir le pouvoir. Donc Olivier Bokor, sans faire un coup d'État, peut bien être candidat d'un parti politique parce qu'il peut être à l'état actuel des tests, il peut encore être candidat de LD, il peut être candidat de BR, il peut être candidat de UPR. Rien n'empêche. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on a analysé les choses pour dire que le code électoral ne permet pas à Olivier Bokor d'être candidat et que c'est ça qui justifierait l'organisation ou la préparation d'un coup. Je veux qu'on me démontre en quoi quelqu'un, un Béninois aujourd'hui, ne peut pas intégrer un parti politique et une semaine après devenir candidat à la présidentielle pour ce parti politique. Parce que la candidature, je crois que ça doit être jusqu'encore en octobre ou en novembre. Donc, Olivier Bokor avait toute la possibilité d'être candidat d'un parti politique. Sur la question de la suscitation de sa candidature, le mouvement OB26, oui. Le chef de l'État l'aurait appris, mais il a demandé à son ami... Et il n'a pas donné une réponse assez convaincante. Il a dit ne rien en savoir. Il n'est pas à l'origine. Pourquoi n'a-t-il pas empêché ces mouvements? Il n'y trouve pas d'inconvénient. Puisqu'il n'a rien demandé, il les laisse faire. Est-ce que vous êtes convaincu de ces réponses-là? Vous savez que vous n'êtes pas convaincu. Moi, mais je ne suis pas convaincu. Parce que quelqu'un qui est votre ami, et que vous ne voulez pas voir candidat à la présidentielle, vous avez tous les services de renseignement à votre disposition pour savoir tous ces mouvements, pour savoir ce qu'il fait. Et c'est plusieurs votre ami, vous pouvez lui dire de ne pas, comment dirais-je, de ne pas s'investir dans ces campagnes-là. Maintenant, si la situation est telle que vous n'aimeriez pas qu'il le fasse, soit vous vous séparez de lui publiquement pour que les gens sachent que voilà, vous n'êtes pas là. Bref, il y a d'autres. On a vu, il y a des ministres dont le nom a fuité comme comment dirais-je, des gens s'organisaient pour quand même susciter leur candidature. Quelque temps après, ces ministres sont montés au créneau pour dire publiquement qu'ils ne sont pas dans ce jeu. Il y en a même qui a traîné ceux qui veulent susciter sa candidature devant la justice. Donc, dans un pays où tout ça se passe, moi, je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu. Peut-être que après 2026, on aura la vraie version de tout ce qui s'est passé. Le chef de l'État a dit qu'aucun membre ni de sa famille, ni de son clan ne va lui succéder. En tout cas, il ne fait pas leur promotion. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Par rapport à ça, je crois que ceux qui se disent aujourd'hui de la mouvance présidentielle doivent s'inquiéter? Non pas s'inquiéter, ils doivent tirer les conclusions, ils doivent tirer les conséquences et rapidement choisir leur camp. Si je dois pousser l'analyse loin, quelqu'un l'a déjà dit, j'ai suivi quelque part, c'est-à-dire, autrement dit, c'est que le chef de l'État nous informe que autour de lui, il n'y a personne de sérieux pour le succéder, quelqu'un de sérieux à qui on pourrait confier le pays, parce qu'il les a pratiqués. Mais ça ne nous étonne pas, hein? Ça ne nous étonne pas parce que c'est les mêmes personnes depuis 2006 qui sont là, qui se remplacent dans les rôles. Est-ce que cela ne vous réjouit pas au niveau de l'opposition et singulièrement au niveau du parti Nouvelle Force Nationale, parce que le chef de l'État, dans la suite, il a dit qu'il n'est pas exclu
qu'il est le même candidat que son prédécesseur Boni Yayi, par exemple. Est-ce que ça ne veut pas tout dire? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'en politique, on ne dit jamais jamais et qu'ils peuvent s'associer véritablement pour trouver un autre candidat? Ce qui est sûr, c'est que cette déclaration du chef de l'État, nous, par rapport à notre position, cette déclaration nous conforte. Parce que chez nous, il faut finir avec ce conflit entre, il faut dire les choses par leur nom, entre Boni Yayi, entre le président Boni Yayi et le président Patrice Talon. Ce conflit a déjà trop focalisé l'attention des Béninois. Il est temps que les deux aillent dans l'histoire, aillent se retrouver comme les anciens présidents se retrouvent aujourd'hui, et que la jeunesse puisse prendre vraiment ses responsabilités pour construire l'avenir. Sur la question du choix... Sur la question du choix des deux, je crois que le Bénin n'en a pas besoin. Le Bénin, le peuple béninois est suffisamment mûr pour choisir son président de la République. Et pas qu'ils vont l'imposer, mais ils peuvent, de commun accord, soutenir un candidat. Qui peut être vous, M. Agbofoun? Je ne veux pas être soutenu par ces personnalités. Pourquoi? Je ne veux pas être soutenu par ces personnalités simplement parce que il faut être un kamikaze. Il faut être un kamikaze pour vouloir être le dauphin ou le président imposé par un ancien président en Afrique. Nous avons vu le cas du président Bazoum. Vous avez vu comment il a fini. C'est ceux qui servaient son patron, qui étaient à la Mecque, au moment où le président Bazoum était avec son parrain, disons son mentor, c'est ceux à qui il donnait des ordres, c'est ceux-là qui l'ont déposé aujourd'hui. Vous voyez un peu? Et quand on prend le cas, même le cas de Gabon, le président Bongo, c'est-à-dire le président Bongo père, c'est son garde, c'est son aide de camp qui est venu déposer son fils pour prendre le pouvoir. Dans ces conditions, être le dauphin ou le candidat imposé par un président de la République, c'est que vous êtes là, mais de sa retraite, le président continue de gérer le pays. Non, mais vous répondez. Vous allez répondre au peuple. Le chef de l'État dit qu'il sera politiquement inexistant. On profite pour en parler. Dans son entretien, il a dit qu'il sera politiquement inexistant. Je vais plus loin avant de vous donner la parole, M. Agbofoun. Il a dit que ça lui manque. C'est balade, il veut voilà, circuler librement dans la ville, aller à la plage, jouer, notamment à la pétanque. Il a dit, c'est ce qu'il veut faire après le pouvoir. Il faut analyser le discours et le parcours. Son discours contraste avec son parcours, c'est-à-dire avec tout ce qu'il est en train de faire. Si tant est qu'un président, à la fin de son mandat, veut se donner du repos, ne veut pas se mêler de la politique, ça se prépare. Déjà à partir de 2021, après avoir gagné son second mandat, il devait commencer par préparer son retrait. Il ne serait pas là en train de défendre un code électoral révisé dont l'objectif est de confisquer le pouvoir pour quelqu'un qui ne mérite pas le pouvoir. Parce que le pouvoir, j'ai toujours dit partout où je passe, et j'insiste sur le fait que la présidentielle est un rendez-vous entre le peuple et un homme, sans intermédiaire. Dans un régime présidentiel, il ne devrait pas avoir d'intermédiaire entre le président et son peuple. Pourquoi? On dit le président tire sa légitimité du peuple. Si un président qui doit tirer sa légitimité du peuple est imposé par son prédécesseur ou a eu visiblement des avantages de son prédécesseur pour être élu président, c'est qu'il est redevable vis-à-vis de son prédécesseur. Et quand il est redevable vis-à-vis de ce dernier ne peut plus être libre. Parce que quand le nouveau président élu, le dauphin, va commencer par poser un acte, on sera obligé d'interpeller celui qui l'a déposé là. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Si le président Macky Sall avait réussi à placer son directeur, son premier ministre, c'est que les affaires de distraction, de dissimulation de dettes ne seraient pas connues. D'accord? Le Sénégal serait toujours
va continuer toujours avec cette gouvernance-là que les jeunes sont en train de mettre à nu aujourd'hui. D'accord. Et vous voyez un peu. Ouais. Et là, qu'on le veuille ou non, pendant 10 ans, vous allez constater que pendant nous sommes dans la 9e année, le président Patrice Talon a chaque fois travaillé pour justifier que ces problèmes viennent de son prédécesseur. On parle de la succession à Patrice Talon, de son entretien à Jeune Afrique. Il a dit quelque part qu'il annoncera le plus tard possible le nom de son dauphin pour concerner tout le monde à l'action publique. Est-ce que ce n'est pas une manière pour lui de laisser toute son équipe rester beaucoup plus concentrée? Parce que s'il annonce le dauphin maintenant, les gens seront distraits, seront déjà en pré-campagne, etc. Est-ce que ce n'est pas une meilleure formule du chef de l'État? Je voudrais d'abord vous dire que sur cette affaire de dauphin, nous, au niveau du parti La Nouvelle Force Nationale, nous pensons fortement que la présidentielle est un rendez-vous entre le peuple et un homme. Donc, qu'il annonce son dauphin, même à un mois du dépôt de candidature, n'importe comment, ce dauphin aura des problèmes à se faire accepter. Ah bon? À se faire accepter parce que le peuple béninois, pendant les 10 ans, ont vu comment lui-même, il a pu travailler avec ceux qui l'ont aidé à avoir le pouvoir. Où se trouvent aujourd'hui les premiers défenseurs du nouveau départ? La plupart de ceux qui ont porté le nouveau départ sont soit aujourd'hui en exil, en prison ou hors du système. Que voulez-vous dire? Quel lien établissez-vous? Le lien que j'établis, c'est quoi? Notre sociologie n'accepte même pas qu'un président de la République soit redevable vis-à-vis de ceux qui l'ont mis au pouvoir. Nous avons en 2006, nous avons connu le président Boni Yahi aidé par l'homme d'affaires Patrice Talon. Vous savez comment ça a fini. Aujourd'hui, on veut nous parler de dauphin. Or, nous savons comment est-ce que les gens qui se trouvent aujourd'hui, quand je parle du ministre Oswald Komeki, qui est actuellement en prison, je parle de Olivier Bokor, je parle de monsieur Johannes Dayon, tous ces gens-là, qui étaient les premiers à porter la candidature du président Patrice Talon, ils sont où? Donc, cette affaire de dauphin, ça ne marchera pas. Ce sera peut-être encore un autre monstre en devenir qu'on va nous présenter. Et le peuple béninois est suffisamment mûr pour rejeter cette affaire de dauphin. Moi, en tout cas, au niveau de la NFN, nous ne souhaitons pas un soutien aussi encombrant que celui d'un président de la République sortant. Et que le président de la République reconnaisse aujourd'hui que le peuple qu'il a porté au pouvoir en 2016 est capable de choisir librement parmi les candidats celui qui va présider à sa destinée à partir de 2026. C'est d'abord ça qui garantit au chef de l'État une retraite paisible. Quand vous êtes un chef d'État. Nous savons que le président Patrice Talon ne manque pas d'avoir des intérêts, mais il serait bien qu'il se mette dans une position orthogonale, c'est-à-dire il se met dans une position sans soutien à personne. Et dès que quelqu'un va prendre le pouvoir, il pourra négocier avec la personne pour que la personne analyse comment collaborer avec lui. S'il veut continuer à être homme d'affaires, il continue à être homme d'affaires. Parce que nous, au niveau de la Nouvelle Force Nationale, nous pensons fondamentalement que un chef d'État sérieux doit promouvoir les hommes d'affaires. Et ça fait mal aujourd'hui que nous ne sommes pas capables de dire, voilà, le Bénin a tel nombre de milliardaires sérieux on parle au Nigeria, on cite les milliardaires.
aux États-Unis, on cite les milliardaires. Nous, on veut aussi qu'en Bénin, on dise que oui, nous avons 50 milliardaires, nous avons 100 milliardaires, nous avons des gens qui ont des jets privés, au point où nous avons besoin d'avoir, comment dirais-je, un aéroport digne de nom pour que nos milliardaires qui payent régulièrement leurs impôts, qui exercent leur activité, puissent nous représenter. La dernière fois, en Coupe d'Afrique, en Côte d'Ivoire, à la finale, vous voyez combien de jets privés les Nigériens sont allés garer pour regarder le match. Ça nous plaît bien sûr. Donc, le travail du chef de l'État, c'est de fabriquer des hommes d'affaires milliardaires et non de faire des amis, des monstres comme cela. Donc, le problème de Dauphin, je pense que c'est une mauvaise idée. Et le chef de l'État a encore tout le temps de laisser cette idée et d'ouvrir la compétition. Nous, on demande que la compétition soit ouverte. Comment? Dès que la charte publique a prévu les conditions, a rempli pour avoir le récépissé, pour être un parti politique, il faut que la possibilité soit donnée à tous les partis politiques d'aller en compétition. Ça, c'est un aspect. Deuxième aspect, la Constitution, à travers la dernière révision, a parlé de parrainage des élus. Mais le code électoral peut se limiter seulement aux élus. Aux élus, en prenant en compte, en intégrant les conseillers communaux parmi les élus, et on va définir un quota pour que tout le monde puisse avoir librement, tous les 13 partis politiques, si je ne me trompe pas, puissent aller négocier, pas aller payer, mais aller présenter leur projet. On peut organiser des forats, des foires de présentation de projets pour que, de façon impartiale, de façon objective, les élus puissent choisir des projets sans même connaître les candidats. Et sur la base du choix des projets, alors les partis présentent maintenant les candidats et ça sera une belle leçon de démocratie que nous allons donner en Afrique parce que la conférence nationale a commencé ici. Pourquoi nous allons reculer? Pourquoi nous allons reculer? Pourquoi demander à ce que les maires qui sont nommés soient des parrains? Parce que si le président de la République a nommé, en fait, bon, pas le président de la République, si les partis politiques nomment déjà des maires, et que c'est les maires nommés qui doivent être parrains pour les candidats à la présidentielle, vous voyez que tout est biaisé. Donc, nous avons encore le temps. Aujourd'hui, nous sommes encore en mars ou bientôt début avril. Le chef de l'État a tout le mois d'avril encore pour inviter les siens à revoir les choses. Pour que tout le monde, si 13 personnes, 13 candidats, si nous avons 13 candidats, c'est-à-dire l'obligation doit être faite à tous les partis politiques de présenter leurs candidats, les 13 partis politiques, régulièrement enregistrés, de présenter leurs candidats à la présidentielle. Alors, on a un premier tour avec 13 candidats. Au deuxième tour, on aura 2 candidats. Pourquoi coûte que coûte vouloir avoir des candidats fantoches comme ce que nous avons vu en 2021. Voilà la question. D'accord. On va parler de comment votre parti politique s'organise justement pour 2026. On a l'impression que le chef de l'État, vous tous, vous arrimez au programme du chef de l'État. Il a prévu annoncer le plus tard possible son dauphin. Vous, même au niveau de l'opposition, semble-t-il que vous attendez le chef de l'État avant de désigner votre candidat ou de désigner votre duo de candidats? Qu'est-ce qui se passe? Non, le combat aujourd'hui, d'abord avant de répondre à cette question, je voudrais remercier tous les mouvements, tous les cadres de la République, toutes les personnalités qui s'intéressent désormais à la nouvelle force nationale. Et j'en profite pour vous remercier aussi pour les occasions que vous nous donnez de nous présenter, de montrer notre offre politique. En réalité, aujourd'hui, la nouvelle force nationale a le vent en poupe. Nous enregistrons chaque jour des adhésions, des personnalités, des mouvements politiques, et ce qui fait de nous un parti politique qui a une nouvelle proposition
une meilleure proposition face à la chamaillerie qui se retrouve de l'autre côté. Parce que, comme je l'ai dit, que ce soit, en tout cas, tous ceux qui sont aujourd'hui représentés dans les instances, c'est des gens qui nous gouvernent depuis 2006. Il faut que ça change et les gens l'ont compris. Maintenant, comment nous on se prépare? On est obligé de jouer à la discrétion dans le contexte actuel. Parce que ce qui aurait permis à tous les partis politiques de s'afficher, d'afficher leurs candidats, c'est le contexte politique. C'est surtout le code électoral. Avec ce code électoral, nous, aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité d'avoir le parrainage avec ce code électoral. Alors, pourquoi aller présenter un candidat? Pourquoi commencer par vendre un candidat pour qui on n'est pas, la loi ne permet pas d'avoir le parrainage? Parce que nous ne nous voyons pas en train d'aller négocier avec la mouvance, puisque nous n'avons pas la même idéologie. Pour aller négocier avec la mouvance pour avoir le parrainage, nous ne sommes pas des guignols. Parce que nous avons vu des gens qui ont eu le parrainage dans ce pays et qui, après les élections, n'ont même pas eu 5%. Et ça, normalement, on devrait les traduire devant la justice parce que vous ne pouvez pas dire que vous avez un certain nombre de députés qui ont soutenu votre candidature, mais à l'élection, vous n'avez pas eu le soutien des électeurs de ces députés-là. C'est pas bien. Ça veut dire que ces députés-là ne doivent plus retourner au Parlement. Quand vous soutenez, quand vous êtes député et que vous êtes maire et que vous donnez votre parrainage à un candidat à la présidentielle qui n'a pas récolté disons 30% des suffrages qui ont permis de vous élire, ça veut dire que vous n'avez plus de crédibilité vis-à-vis du peuple. Et malheureusement, les gens ne font pas ces lectures et c'est désolant. Donc, il faut forcément revoir le cadre pour nous permettre de nous exprimer librement. Donc vous êtes dans la discrétion. Nous sommes dans la discrétion, mais nous travaillons. Nous travaillons. Comment tout est prêt. Par exemple, à notre niveau, tout est prêt. Vous avez vos candidats? Nous avons nos candidats. Okay. Pour tout ce qui concerne les élections communales et législatives, nous, on n'a jamais cessé de travailler. Et il ne nous reste qu'à finaliser la liste des candidats, parce qu'il y a déjà des gens qui se sont qui ont manifesté. Nous allons faire le toilettage. Nous avons déjà désigné les coordonnateurs au niveau des départements. On a regroupé 2 départements par coordonnateur. Et je crois que hier, nous avons travaillé sur le nombre d'élus par circonscription électorale et les problèmes. On a analysé les problèmes au niveau des circonscriptions électorales pour voir quel est le profil qu'il faut pour pouvoir répondre. Parce que c'est ça aussi le problème. Vous voulez par exemple avoir un maire, pour ce que je sais, pour la commune de Pomaché, vous voulez avoir un maire en 2026, ce n'est plus quelqu'un des années 1960 qu'il faut, quelqu'un qui a commencé à travailler déjà en 1970, 180. Non, il faut des jeunes. Il faut des gens qui aujourd'hui maîtrisent, comment dirais-je, au-delà même des NTIC, des gens qui maîtrisent aujourd'hui l'intelligence artificielle. Il faut des gens qui sont capables de tenir, en fait, de faire des analyses plus pointues pour pouvoir répondre aux aspirations du peuple. Cotonou, on n'a pas besoin de commerçants ou de politiciens. Non, Cotonou aujourd'hui est enfoui dans le modernisme sans le développement. Vous avez des gens devant qui on a mis devant la maison, comment dirais-je, on a passé du bitume devant leur maison, mais ils n'ont pas de quoi manger. Il faut des gens qui sont capables de répondre aux besoins des Béninois au niveau des communes aujourd'hui. Et ça, nous pensons que ce n'est pas une question de je peux, c'est pas une question de je veux, c'est pas une question de pouvoir, c'est pas une question de seulement. C'est pas seulement une question de vouloir, c'est une question de pouvoir. Et nous allons analyser, nous n'allons pas nous imposer, certes, mais nous allons amener les gens par rapport à leur profil, à se positionner pour répondre aux besoins de leur communauté. Et c'est ce travail-là que nous avons commencé à faire.
Et je voudrais profiter de cet entretien pour demander à ceux qui ont vraiment des ambitions pour leur commune, qui ont la capacité de mettre en œuvre ces ambitions, de se rapprocher de nous. Nous sommes ouverts. Et je vous l'ai dit, rien n'empêche aujourd'hui quelqu'un qui n'est pas encore membre d'un parti politique d'adhérer à un parti politique et d'avoir la possibilité de se positionner dès qu'il adhère aux idéaux du parti, à l'idéologie du parti politique et qu'il est capable d'apporter sa contribution, il peut bien se positionner et même, si le code électoral le permettait, il peut même être président de la République. D'accord. Voilà. D'accord. On a compris. Donc on travaille pour ça. Comment est-ce que vous travaillez? Ça n'a rien à voir avec l'annonce du chef de l'État qui a dit qu'il va annoncer le plus tard possible son dauphin, non? Nous, on n'attend pas qu'un chef d'État annonce qu'il nous soutienne ou pas. Et d'ailleurs, nous l'avons dit, ce soutien serait encombrant. Parce que nous n'allons pas répondre aux exigences du peuple et répondre aux exigences d'un mentor. D'accord. Nous allons nous occuper des problèmes du peuple, selon nos idéologies et bien sûr avec la coopération internationale et notamment régionale. Parce que nous pensons que le Bénin ne peut pas vraiment se développer seul, sans le Niger, sans le Burkina Faso, sans le Togo, sans le Nigeria. Nous sommes le même peuple. Donc nous devons l'intégrer et nous ne pouvons pas développer, nous ne pouvons pas penser qu'on puisse développer le Bénin sans nous mettre ensemble avec ces pays-là. D'accord. Monsieur Théophile Agbofu, nous sommes au thème de cet entretien. Je vous laisse dire un mot à ceux qui nous suivent. Je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président du parti NFN, Nouvelle Force Nationale, notre invité dans le cadre de Prime Politique. Votre mot de la fin. Merci beaucoup. Je voudrais profiter de votre caméra pour dire au président de la République que nous l'aimons. Nous n'avons rien personnellement contre lui. Ah bon, vous l'aimez? Oui, c'est parce qu'en tant qu'aîné, nous avons vu ce qu'il a fait et que nous aimerions vraiment qu'il sorte par la porte de la gloire sans forcer les choses. Mais il a dit qu'il sera pas candidat. Et qu'il donne la possibilité, oui, il n'a même pas besoin de le dire parce que la Constitution ne lui permet pas de le faire. Et que nous lui souhaitons vraiment de mettre la balle à terre, de permettre à ceux qui veulent vraiment diriger ce pays de le faire et que ce serait la meilleure manière pour lui de rentrer dans l'histoire. Merci beaucoup à vous. Je vous remercie, c'est moi. Monsieur Théophile Agbofu, toujours un plaisir de vous recevoir par ici, deuxième vice-président du parti Nouvelle Force Nationale. Merci à toutes les équipes en régie et de réalisation autour de ce programme.